Bonjour, je suis ici aujourd'hui avec le Dr Mahadevan, de l'Université de Stanford. Bienvenue, Dr Maha. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler de la façon d'aborder un nouveau patient, ou un patient dont l'état s'est dégradé de manière brutale et significative, et pour qui la gravité ainsi que la cause de la maladie ne sont pas connues. Que ce soit au service des urgences, en clinique ou à l'hôpital, lorsque nous recevons un nouveau patient ou un patient dont l'état s'est subitement aggravé, nous devons rapidement réagir sur 3 fronts et en même temps. Ces 3 fronts sont une évaluation du patient concernant la cause et la gravité de sa maladie, une réflexion consistant à se demander si le patient est déjà malade ou si la maladie va se manifester dans les minutes ou les heures qui viennent, et une réaction consistant à stabiliser les patients pour qui une maladie potentielle est suspectée. Ainsi, nous n'abordons pas de la même manière un patient inconnu ou non différencié que nous abordons un patient dans la communauté, à la clinique ou à l'hôpital. Confrontés à de nouveaux patients, nous les évaluons, nous essayons de réfléchir à la cause et à la gravité de leur maladie, et nous commençons à les stabiliser et à les traiter, avant même de connaître l'origine exacte de leur maladie. Lorsqu'on agit sur plusieurs fronts en même temps, il est essentiel d'avoir une approche systématique de l'évaluation, que l'on conduit de la même manière avec tous les patients. Cela nous aide à ne pas négliger certains aspects et à ne pas passer à côté d'observations importantes. Lorsque nous abordons un patient, nous recueillons de nombreux indices qui nous renseignent sur son état de santé. Observer l'apparence générale d'un patient peut être très utile pour déterminer s'il est malade. Cette observation ne constitue cependant pas un diagnostic parfait. Ainsi, après avoir observé l'apparence générale du patient, nous procédons à une évaluation rapide que nous devons effectuer pour la quasi-totalité des patients. Dr Maha, quels sont les indicateurs que vous recherchez lorsque vous observez l'apparence générale d'un patient? Eh bien, je regarde si le patient souffre d'une maladie chronique ou s'il a l'air d'être en bonne santé, et je recherche également des signes d'angoisse, de somnolence, de difficulté à respirer, et de diaphorèse, autrement dit de transpiration abondante. Après avoir observé l'apparence générale, nous procédons à une brève évaluation, qui commence par un examen rapide du niveau de conscience basé sur l'échelle EODA. EODA signifie éveillé, conscience normale, ordre, réponse aux ordres mais pas de façon cohérente, douleur, réaction à une stimulation douloureuse, et aucune réaction. Dr Maha, de quelle manière évaluez-vous chaque niveau de l'échelle EODA? Pour décider qu'un patient est éveillé, j'aime voir si ses yeux sont ouverts et s'il est attentif aux éléments qui l'entourent, par exemple au médecin, c'est-à-dire moi-même. Puis si le patient n'est manifestement pas attentif à ce qui l'entoure, je le salue avec un bonjour et s'il réagit à ma voix, je le place dans la catégorie « réponse aux ordres ». Ensuite, si le patient ne réagit pas à ma voix, j'essaie d'appliquer un stimulus douloureux inoffensif, par exemple en pinçant l'ongle de son pouce ou en appuyant doucement avec une phalange sur son sternum, pour voir s'il réagit. Si le patient ne réagit pas à 2 essais successifs de stimulus douloureux, alors je le place dans la catégorie « aucune réaction ». Les patients que je place dans la catégorie D, c'est-à-dire réaction uniquement à une stimulation douloureuse, ainsi que les patients qui n'ont aucune réaction, sont dans mon esprit des patients qui sont malades. Après avoir effectué l'évaluation du niveau de conscience avec l'échelle EODA, nous commençons l'évaluation ABC ou voie respiratoire, respiration et circulation. Si le patient s'exprime normalement, on peut considérer que ses voies respiratoires sont ouvertes et dégagées. Si le patient ne parle pas clairement, vous pouvez examiner ses voies respiratoires en regardant au fond de sa bouche. Après avoir examiné les voies respiratoires du patient et retiré tous les obstacles visibles, vous évaluez la respiration du patient. Dr Maha, de quelle façon évaluez-vous habituellement la respiration du patient? Je pense à une fréquence respiratoire rapide généralement de plus de 25 respirations par minute, en position légèrement penchée avec les mains sur les genoux si le patient est assis droit, poitrine haletante, avec contraction des muscles du cou, et parfois des soulèvements de l'abdomen accompagnant chaque respiration. Cependant, les patients n'ont pas toujours une fréquence respiratoire rapide, et s'ils sont en détresse respiratoire pendant une longue période, alors ils montrent des signes de fatigue ou d'épuisement et leur fréquence respiratoire peut commencer à baisser.
À ce moment-là, il commence à être très fatigué voire somnolent. Si la respiration du patient vous inquiète, positionnez-le de façon appropriée et alimentez-le en l'oxygène. Après avoir évalué et assisté sa respiration, faites une évaluation rapide de la circulation. Commencez par prendre le pouls au poignet. Si le pouls est très rapide ou très faible, c'est un signal inquiétant. Si vous n'arrivez pas à trouver le pouls au niveau du poignet, prenez un pouls central comme celui du cou ou de l'aine. Si vous ne parvenez à sentir le pouls nulle part, demandez immédiatement de l'aide. Si quelque chose d'anormal a été détecté pendant l'examen des voies respiratoires, de la respiration ou de la circulation, le patient doit être classé comme probablement malade. Dr Maha, quels sont les signes vitaux que vous recherchez en premier lors de l'évaluation d'un patient? J'aime tester les 5 signes vitaux le plus rapidement possible, à savoir la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène et la température. Pour résumer notre évaluation rapide, nous observons l'apparence générale du patient lorsque nous l'abordons, nous testons son niveau de conscience en utilisant l'échelle EODA, nous effectuons une évaluation des voies respiratoires, de la respiration et de la circulation, puis nous vérifions l'ensemble des signes vitaux. Dans la mesure où nous utilisons une approche systématique pour l'évaluation de tous les patients, cela nous permet de penser en même à chaque patient de façon individuelle. Dr Maha, que cherchez-vous à déterminer alors que vous réfléchissez à l'état du patient au début de son évaluation? J'essaie vraiment de déterminer si le patient est potentiellement malade ou pas. Et pour être clair, lorsque je pense à un patient étant malade ou non, je me demande s'il court le risque de mourir ou de voir son état s'aggraver dans les minutes, les heures ou les jours à venir. Je ne me préoccupe vraiment pas de savoir s'il est atteint d'une maladie chronique qui pourrait affecter son état dans les mois ou les années qui viennent. Au cours de l'évaluation, nous prenons rapidement des mesures si nous détections des anomalies inquiétantes pendant l'examen initial du patient. Dr Maha, pouvez-vous donner quelques exemples des premières mesures que vous prenez pour stabiliser un patient avant même de connaître la cause exacte de sa maladie ou de savoir à quel point il en est atteint? Il y a de nombreux gestes rapides que vous pouvez très rapidement effectuer pour aider à réanimer et à stabiliser un patient. Je préfère me concentrer sur la mobilisation des ressources en demandant de l'aide, sur la posture adéquate du patient afin d'améliorer sa respiration et sa perfusion, sur l'apport d'un supplément d'oxygène, et sur la pose d'une perfusion intraveineuse. Récapitulons. Nous devons rapidement évaluer, réfléchir et agir sur des patients que nous ne connaissons pas et dont nous ne savons pas s'ils sont malades, et sur des patients que nous pourrions connaître mais dont l'état s'est sensiblement dégradé. Cependant, nous faisons tout cela simultanément, c'est-à-dire en même temps. Nous classons les patients en 2 catégories, potentiellement malades ou pas malades. Pendant que nous soignons le patient, nous continuons à vérifier son état car celui-ci peut se détériorer. Alors que nous l'examinons, nous continuons à appliquer la méthode évaluer, penser et agir. Merci pour votre intervention Dr Maha. Oui, merci. Rappelez-vous d'écouter attentivement vos patients. S'ils vous disent que quelque chose ne va pas, c'est souvent le cas. Instaurez la confiance en les écoutant, en vous inquiétant pour eux et en prenant soin d'eux, et en essayant d'apporter votre aide. Et pour finir, n'oubliez pas qu'un patient stable peut rapidement devenir instable. Il est donc important de continuer à examiner et à réexaminer vos patients, particulièrement après une intervention. Merci beaucoup.